avoir le plaisir d'accueillir Jeanne Ettelin. Jeanne, qui est philosophe, professeure à l'École des Beaux-Arts de Montpellier et chercheuse associée à l'Université Paris-Nanterre. Elle a été formée aux universités de New York et à Paris-Nanterre à la philosophie française contemporaine. Ses recherches portent sur la philosophie de l'espace, de la Terre et de l'écologie dans une perspective de renouvellement métaphysique, informée par les épistémologies féministes et décoloniales. En plus de la publication de nombreux textes, elle est l'autrice de Zone, Terre, Sexe et Science-Fiction, publié chez Flammarion en 2025, ouvrage qui est d'ailleurs nominé pour le prix du premier essai par les Inrocks. Elle a aussi dirigé ce que les féminismes font à la métaphysique, anthologie des nouveaux matérialismes au PUF en 2026. Elle poursuit également des activités d'édition et de traduction, notamment au sein de son engagement dans le comité exécutif de la revue Les Temps qui restent. Nous sommes très contents d'accueillir Jeanne Ettelin maintenant. Bonjour, merci beaucoup Martin, merci beaucoup à toutes les organisatrices et merci à Déborah d'avoir élégamment fait la transition. Je propose donc de reprendre là où Déborah s'est arrêtée, c'est-à-dire à partir de la figure de Gaïa, mais telle qu'elle a été pensée dans les sciences de la Terre contemporaine. Déborah a rappelé que Gaïa était le nom qu'avaient choisi le géophysicien James Lovelock et la microbiologiste Lynn Margulis. Leur théorie était que la Terre, notamment la composition de l'atmosphère, est régulée par des processus davantage biologiques que physico-chimiques, à travers, par exemple, les cycles de l'oxygène et du carbone, impliquant donc la photosynthèse des végétaux et la respiration des animaux. Le nom de Gaïa leur sert donc à penser une forme d'unité, où le vivant n'est pas juste sur Terre par quelque providence, mais participe eux-mêmes à rendre la planète habitable. Un grand tout, la Terre serait donc un grand tout, supérieur à la somme et à la juxtaposition de ses composantes, atmosphère, océan, biodiversité, qui interagissent entre elles et donc sont interdépendantes. Non seulement la Terre serait vivante, au sens où c'est la seule planète connue à ce jour où la vie existe, non seulement la Terre serait vivante, au sens où les vivants jouent donc un rôle décisif dans la production et le maintien de ces conditions d'habitabilité, mais la Terre serait également vivante au sens où elle est analogue à un organisme vivant, c'est-à-dire qu'elle se comporte comme un tout organisé. Or, la métaphore de l'organisme n'est pas neutre. Comme on le sait, cette métaphore traverse la pensée occidentale. Elle a servi, par exemple, à penser la société, l'État ou la ville comme un corps unifié, organisé, fonctionnel. Cette métaphore est fondée sur l'idée d'un fonctionnement harmonieux, où l'ensemble des parties qui composent un tout seraient coordonnées les unes avec les autres, à la manière des organes dans un organisme, pour en assurer le bon équilibre et le bon développement. Même si cette métaphore de l'organisme pour penser la Terre a été progressivement abandonnée pour certaines des raisons évoquées par Déborah, l'idée qui lui est sous-jacente persiste, notamment à travers le concept de système Terre. En effet, la notion de système Terre reprend cette idée d'une interconnexion et interdépendance des parties de la Terre dans une organisation fonctionnelle, coordonnée, pour assurer le maintien des conditions d'habitabilité de la planète. La différence peut-être serait que la notion de système Terre vient davantage de la cybernétique et intègre donc l'idée d'une non-linéarité, d'une rétroaction. Mais comme la métaphore de l'organisme, elle s'inscrit dans une vision holistique de la Terre. Ainsi, un des reproches qui a été fait à la figure de Gaïa, de l'organisme ou même à celle de système Terre est de négliger la question des différences, des tensions, des conflits internes, en présupposant une forme d'harmonie, un grand tout irénique auquel nous appartiendrions tous, peu importe notre espèce, notre origine, notre classe sociale, notre genre ou autre. Ce qui m'intéresse est l'existence, en ce moment, d'un changement de paradigme dans les sciences de la Terre, en particulier dans les sciences qu'on appelle les sciences de la zone critique.
Le concept de zone critique a été introduit en 2001 pour désigner cette mince couche de la surface terrestre située entre la basse atmosphère, donc la canopée des arbres, et les eaux souterraines, disons les nappes phréatiques, où se concentre l'entièreté des processus physiques, chimiques et biologiques qui assurent les conditions d'habitabilité de la planète. Donc il s'agit entre autres du cycle de l'eau, du cycle du carbone ou encore du cycle du phosphore. La zone critique ne correspond donc pas à l'idée de la Terre comme un grand tout que l'image du globe terrestre vu depuis l'espace a souvent incarné et a fait l'objet de très nombreuses critiques. Au contraire, la zone critique correspond à une toute petite portion de la planète, très fine mais particulièrement dense. Au-dessus et en dessous de la zone critique, c'est-à-dire au-dessus de la basse atmosphère et en dessous des eaux souterraines, la Terre n'est qu'un vulgaire caillou gazeux parmi d'autres, aussi inhabitable que Mars ou Vénus. Ce qui me frappe est que les scientifiques de la zone critique comparent cette zone critique donc non pas à un organisme, mais à une peau. Comme je le rappelais, les métaphores ne sont jamais neutres. On sait très bien qu'elles s'accompagnent d'un certain nombre de présupposés normatifs. Elles façonnent nos manières de percevoir, de penser et d'agir. Alors, quelles sont les implications de cette métaphore de la Terre comme peau et non plus comme organisme? Tout d'abord, la peau est une barrière physique qui protège. Elle est ce qui contient les organes et les flux du corps, ce qui assure l'intégrité physique comme une sorte de sac ou de poche isolante. Ce faisant, la peau délimite un intérieur d'un extérieur, un dedans d'un dehors. Elle est une séparation entre le moi et le monde. C'est sur la peau, dit-on, que le nourrisson prend conscience de son existence propre et de la séparation de son corps par rapport à celui de la personne qui l'a enfanté. Cependant, cette protection n'est pas une fermeture sur soi. La peau est une interface d'échange poreuse. Elle laisse passer et elle émet. La peau transpire quand il fait chaud. Elle frissonne quand on a peur. Elle tâtonne du bout des doigts pour trouver son chemin dans le noir. La peau nous donne donc des informations sur le monde et nous permet d'y réagir, de nous adapter, d'être dans le monde. Protectrice, la peau est en même temps exposition. Elle est ce qui nous rend vulnérables, nous met à nu, à découvert. Elle expose aux agressions extérieures et en garde les traces, les rides, les cicatrices. L'histoire intime et collective s'y inscrit couche après couche, comme une mémoire ou comme des archives. La peau n'est pas qu'un tas de tissus, c'est plutôt un vêtement tissé de notre personnalité et de notre culture. Habit, habitude, habitus, habiter, autant de mots qui partagent la même étymologie, renvoyant à la notion, à l'idée d'une manière d'être. Ainsi, la peau serait un schème épidermique historico-social, comme dirait Frantz Fanon. C'est peut-être ce qui m'intéresse le plus dans cette figure. La peau pourrait peut-être permettre d'intégrer une réflexion sur le social dans les imaginaires des sciences de la Terre, enfin sur le social et l'histoire, là où la figure de l'organisme tend trop souvent vers la naturalisation ou la dépolitisation. On le sait, la peau est le vecteur des identités, des appartenances et des différences. Peinture, piercing, tatouage, botox, noirceur, stigmate. La peau inscrit, reproduit ou subvertit les normes sociales dominantes dans leurs formes parfois les plus violentes et les plus asservissantes. Dans la philosophie contemporaine, la figure de la peau ouvre sur une éthique de la différence, de la vulnérabilité, de la caresse. Jean-Paul Sartre, Emmanuel Lévinas, Jean-Luc Nancy ont tous pensé la caresse comme une forme de toucher du monde, où l'autre se révélerait dans son altérité radicale.
Sous mes doigts, je ferai l'expérience que le corps de l'autre m'est étranger, qu'il m'est impossible d'accéder à ce qu'elle ressent, qu'elle est un sujet désirant irréductible, lieu d'un sens dont elle est le seul détenteur. Ces philosophes voient donc ici le fondement d'une relation éthique fondée sur la réciprocité, le soin, la douceur. Mais on le sait aussi que la caresse peut être source d'agression, appropriation objectivante, extractive du corps de l'autre, dont on croit maîtriser les soubresauts et révéler les désirs les plus inavoués sous notre main ardente. Comme le dit la théorie féministe et queer contemporaine, il faudrait moins développer une éthique de la caresse qu'une éthique du tact, une forme de toucher qui ne touche pas, de toucher à distance, qui préserve la souveraineté des corps et des êtres. Peut-être est-ce là l'enjeu de tout discours sur le grand tout, l'interconnexion ou l'interdépendance. Insister au moins autant sur la distance, la séparabilité, que sur le commun. Alors que peut vouloir dire que la Terre est comme une peau ? La Terre serait moins à envisager comme un organisme vivant ou un corps humain, comme un tout fonctionnel dont nous ne serions qu'une infime partie. La Terre comme peau nous invite davantage à considérer la Terre comme un prolongement de notre propre corps, comme une partie de nous et non pas l'inverse. Ce que l'on pourrait appeler à la suite des féministes autochtones latino-américaines en lutte contre les projets extractivistes miniers, et je pense ici donc à Lorena Cabnal, Julieta Paredes ou Delma Cruz Hernandez, un corps-territoire planétaire. Ces dernières insistent sur l'impossibilité de séparer la défense du territoire et de la terre, de la défense du corps, en particulier du corps des personnes vulnérables et minorisées. Je terminerai simplement par une précision sur ma démarche. À travers la métaphore de la peau dans les sciences de la zone critique, ce que je cherche est moins une critique surplombante des sciences de la Terre et de leurs biais racistes, coloniaux et sexistes, ce qui est bien évidemment nécessaire et urgent. Mais ce qui m'intéresse en plus est de contribuer à ce qu'on pourrait appeler une science critique de la Terre, et non pas une critique des sciences. Par science critique de la Terre, j'entends non seulement une science qui interroge ses propres limites et conditions de production, dans la mesure où la manière dont on fait de la science est inséparable de la manière dont on habite la Terre, mais j'entends également une science qui soit susceptible de nous aider à mieux comprendre les déterminations historiques de notre présent, ce que Michel Foucault appelait une ontologie historique de nous-mêmes, afin de mieux s'en affranchir dans le travail infini de la liberté. Je terminerai là et je laisserai donc les derniers mots au poète Paul Valéry qui nous disait que ce qu'il y a de plus profond, c'est la peau. Merci. Merci beaucoup, Jeanne.